Hello, bonjour tout le monde. Je n'attends pas d'avoir le retour maintenant. Je sais qu'à chaque fois, ça fonctionne. J'ai oublié de baisser le son. C'était un truc aussi important. Et c'est parti pour le direct du jour. Il y a plein de questions super intéressantes, comme toujours. Mais là, il y a plein de trucs. Je vais essayer d'être rapide pour pouvoir traiter toutes les questions à peu près au même niveau. Voilà, voilà. On est parti. Merci de votre fidélité. On y va. Première question. Question d'Eliane. Sur quel support utilise-t-on l'encre à alcool? Ah, ah. Alors, on peut faire plein de choses. D'abord, l'encre à alcool s'utilise plutôt sur des supports non absorbants. L'intérêt de l'encre à alcool, c'est que il y a une évaporation de l'alcool et surtout des mélanges qui se font entre les différentes concentrations d'alcool des différentes encres et qui font qu'il y a des effets un peu magiques, comme les peintures réactives d'ailleurs, comme les Moon et Prism, un petit peu dans cet esprit-là, mais que ça crée des univers incroyables et qu'il y a une diffusion et un déplacement des pigments dans l'encre qu'on ne doit pas freiner avec un papier qui absorbe trop. Donc l'idée, c'est de prendre un papier qui absorbe peu. Voilà, c'est là-dessus que tu vas pouvoir faire le plus de. Mais on peut faire ça sur ce qu'on veut, hein. Vous savez, c'est toujours pareil dans les beaux-arts. On peut tester plein de trucs. Mais globalement, ça s'utilise sur des supports peu absorbants. Donc du Bristol, par exemple, du calque, du layout, des papiers comme ça, et surtout, 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 le fameux Lana Vanguard, le Yupo, ce papier magique qui est pas un papier d'ailleurs, hein, qui est un support plastique. Je sais pas de quoi il est fait, mais il est vraiment, il se froisse pas, il se gondole pas. Tu peux le tremper dans la flotte, il lui arrive rien, il est réversible. Tu peux aussi utiliser des encres à alcool, et j'y pense parce que j'ai fait des tests et c'était vachement bien, sur du mélaminé. Je suis allé dans le Romarin ou Casto, je sais plus, me faire découper des planches de mélaminé. Vous voyez ce que c'est le mélaminé? C'est les trucs avec lesquels on fait les meubles là. Et cette surface, elle est tellement lisse, etc., qu'on peut travailler les encres à alcool dessus. Alors ça met longtemps à sécher, et puis c'est pas irréversible. Mais c'est magique, quoi. On peut s'éclater sur le format qu'on veut. Évidemment, après, tu te retrouves avec ta planche de mélamine, il faut savoir où la stocker. Mais donc, ah, ça y est, je vous vois. J'ai des commentaires maintenant. La dernière fois, je ne les avais pas. Super. Donc, privilégie, je ne sais plus qui c'était Eliane. Privilégie les encres à alcool, tu privilégies les supports qui sont peu absorbants pour pouvoir bénéficier de la magie de l'alcool qui permet aux pigments de se mélanger. Je suis à fond dessus. Je ne fais plus que ça en ce moment. J'adore, j'adore. C'est vraiment excellent. Bon, voilà. J'espère que je t'ai bien répondu. Eliane, n'hésite pas à continuer parce que vous n'avez pas fini d'entendre parler des encres à alcool. C'est mon truc du moment. Alors sur toile, j'ai des supports de toile spéciaux que je dois tester pour. Je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai. Sylvie. Sylvie dit bonjour, j'ai mis du gesso noir acrylique pour faire mon fond et ensuite je voulais travailler à la peinture à l'huile mon sujet. Ouais, mais elle n'accroche pas. Donc que dois-je faire? Merci. Je suis surpris, Sylvie, parce que les gessos acryliques sont des gessos mixtes pour des usages mixtes. Et pour que ça n'accroche pas, je ne sais pas quel gesso tu as utilisé. Alors, c'est moche de parler de marque, mais j'ai jamais de souci, moi, quand j'utilise les gessos de bonne qualité, quoi, comme le PBO, le Golden, le Liquitex. J'ai jamais aucun souci avec quelles que soient les techniques que j'utilise au-dessus. Donc, dis-moi en plus, sans trop faire, de mauvaises pubs pour des marques, mais je sais pas, c'est surprenant parce que le gesso, au contraire, il a la capacité d'être micro, je sais pas quoi, bref, il a des particules très très fines, et il crée des défauts euh, plutôt satinés qui sont très réceptifs à toutes les techniques au-dessus. Donc, je ne sais pas, mais ça dépend vraiment de la marque, quoi. Donc, dis-moi en plus et j'essaierai de te répondre, Sylvie. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. De Gwenis dit bonjour, je fais souvent de l'enluminure. La peinture céramique peut-elle être employée? J'aime bien le côté brillant. Bah, bonne idée, bonne idée. En fait, peut-être employée, on fait ce qu'on veut. La peinture céramique, tu vas quand même avoir du mal à travailler les détails avec. Bon, voilà, parce que c'est quand même quelque chose de très sirupeux, pas gras, mais sirupeux, qui fait justement, hein, une fois sec, cette laque qui paraît presque encore fraîche. Donc sur l'enluminure, je vois très bien. Tu peux après revenir travailler dessus avec des éléments mat de détail, etc. Ça peut être superbe. Mais alors pour respecter les formes de je sais pas comment ça s'appelle, des arabesques là, je sais pas comment faire. Ça doit pas être simple pour travailler dans le détail. Mais oui, bien sûr, tu peux l'utiliser techniquement, chimiquement, il y a pas de limite, il n'y a pas de problème. Le papier doit être épais, hein. Si tu veux sur le papier, bien sûr, il faut prendre un papier épais. Un gros grammage, quoi. Shelly, Shelly, question d'elle-même. Un jour, lors d'un direct, tu avais indiqué comment garder d'une séance à l'autre les pinceaux pleins de peinture à l'huile, sans être obligé de nettoyer à chaque fois. Je n'ai pas trouvé ma réponse dans le forum. Bah ouais.
Et pourtant, elle devait y être. Non, ça me dit rien du tout. Moi, j'ai jamais, je crois pas avoir dit ça chez lui. Euh, En fait, si tu peins tous les jours, l'huile, d'un jour sur deux, si j'ai quelques finitions, tu peux conserver tes pinceaux en les imbibant bien. Faut pas les sécher trop, imbibant bien de lin, en les entourant, comme dit d'ailleurs quelqu'un, je sais plus qui, Nicole, dans du film alimentaire. Tu peux maintenir d'une fois sur l'autre pour continuer à travailler, parce que c'est vrai que c'est galère de nettoyer, de décaper, etc. tes pinceaux. N'empêche, néanmoins, eh ben, en plus, si tu te mets à peindre tous les jours, tu vas pas chaque jour dire, bah, c'est pas grave, en attendant, je préserve comme ça. Au fur et à mesure, tu vas quand même avoir le phénomène de cicativation, de durcissement de l'huile à l'intérieur du pinceau, à la base des poils, qui va faire reculer, enfin avancer la durceur et reculer la souplesse du poil. Donc au fur et à mesure, tu vas le flinguer ton poil, tes poils. Donc j'espère que j'ai jamais conseillé ça parce que je ne le conseillerais pas aujourd'hui. Il faut pas faire ça. Il vaut mieux passer son temps. C'est toujours le même principe, hein. Les séances de peinture, il y a trois phases, hein. Il y a la phase de préparation du matériel, la phase de peinture, de création, puis la phase de terminaison de la séance. Il faut toujours prévoir dans votre temps de peinture, de travail, ces deux phases pour pas les bâcler. Voilà. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, parce que moi, je suis toujours jusqu'au bout. Mais après, on nettoie mal, on range mal, on referme mal les tubes, on fait plein de trucs qui sont nuls pour la conservation du matériel pour la fois d'après. Prévoyez dans vos séances de travail le temps de rangement, de nettoyage. Ça vous permet ensuite de sortir de l'univers. Comme d'habitude, bien sûr, on rentre. Je vais me faire un gros panneau on stage pour que personne ne rentre dans le studio pour l'instant. Voilà, Chélie, j'espère que j'ai répondu. Je veux pas être, c'est pas coercitif non plus, c'est pas une punition, mais au contraire, en plus, ça fait du bien, ça permet de sortir de l'univers. Donc, gardons ce temps-là pour, voilà. Et donc, moi, je nettoie les pinceaux d'une fois sur l'autre, tout le temps, tout le temps. Et alors, il y a le frigo, on peut mettre au frigo aussi, plutôt pour l'acrylique, mais globalement, toutes les transformations ralentissent avec le froid. Donc, si tu mets tout au frigo, à côté, entre les salades, les carottes et fromage, je sais pas quoi, tu mets tes pinceaux, et ta peinture, d'ailleurs, tes restes de peinture, tu vas maintenir un peu plus de fraîcheur. Voilà, c'est le cas de le dire. Voilà, voilà. Merci Nicole pour le complément. Voilà, chérie. Claudine, salut, salut Claudine. Bonjour Fred. Je fais des petites huiles sur papier toile A3 environ. Comment sauvegarder certaines pour les encadrer? Marouflage? Alors Claudine, tu dis papier toile. Il y a plusieurs papiers toiles. Tu as des papiers toiles qui sont des papiers, des vrais papiers, avec des fibres de papier, qui sont avec des finitions de type toile, avec des grains ou des trames qui sont travaillés dans le papier. Et puis tu as des papiers, des blocs qui sont des vraies toiles, qui sont sous forme de blocs. Alors, dans les deux cas, c'est super pratique parce que tu travailles avec quasiment les mêmes impressions que sur une toile. Tu n'as pas la souplesse, mais tu as le rendu, tu as le grain de la toile. Et après, c'est vrai que ça se stocke facilement, etc. On a déjà parlé de tous ces avantages-là, c'est moins cher. Ça donne de la liberté pour créer parce qu'on a un peu moins stressé devant une toile là, qu'on n'a pas envie de gâcher, ça c'est bien. Par contre, c'est vrai que quand tu as fait un truc bien, bah, il faut l'encadrer, c'est galère. Mettre sous verre, ça nous isole de l'œuvre, puisqu'il y a le verre qui va nous isoler du travail, c'est dommage. Et donc la solution, effectivement, Claudine, alors soit c'est d'aller tendre sur cette toile sur un châssis, ça existe. Tu peux acheter des châssis nus et tendre ou faire tendre ça. Nous, dans l'atelier, on fait régulièrement, on tend des œuvres d'art sur des châssis nus. Voilà, c'est faisable. Tu peux aussi maroufler, effectivement. Maroufler ta toile ou ton papier. La toile, c'est certain, sur une toile. C'est presque la définition du marouflage. Avec des colles spéciales, des colles à maroufler qui vont permettre vraiment de fusionner les deux. Des colles blanches pH neutre sans acide, c'est super important. Donc le marouflage, c'est plutôt une technique hein, plutôt qu'un outil ou qu'une colle. C'est une technique et c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je fais aussi, j'aime beaucoup quand j'ai fait des trucs plutôt sympas, à 3 ou des carrés, je réintègre dans une toile un peu plus grande et en marouflant. Et après avoir marouflé, si tu veux, tu te retrouves avec une grosse bordure sur la toile et ça te permet de retravailler l'ensemble et de refusionner ton œuvre centrale par rapport au reste. C'est intéressant. Parce que si tu fais du bord à bord, bah, ça peut ne pas être jojo, quoi, hein. C'est pas facile ça dépend du papier que tu as utilisé, mais c'est pas facile. Voilà, donc oui, Claudine, moi ça m'arrivait, parce que je travaille beaucoup papier maintenant, plus toile, mais tu maroufles, effectivement, tes huiles. Nicole, quel type de colle puis-je utiliser pour mélanger des couleurs acryliques pour faire des coulées sur toile? Ah oui, j'avais oublié la question. Sans avoir à utiliser du médium de lissage ou autre. Mais Nicole, je comprends pas. Tu veux quel type de colle puis-je utiliser pour mélanger des couleurs acryliques pour faire des coulées sur toile? Je ne sais pas. La colle n'est pas prévue, c'est pas un médium. Donc la colle, elle n'est pas neutre dans le sens, d'abord,
si tu fais tes essais, prends au minimum une colle pH neutre, c'est super important. Mais ce sont des colles blanches. Alors, les colles blanches qui deviennent des fois souvent transparentes en séchant, mais c'est pas du tout garanti. Donc ça peut avoir un impact sur les couleurs. Pourquoi pas, hein, fais des tests. Ça va te donner un côté sirupeux, mais tu risques d'avoir des horreurs, quoi. Moi, enfin, je sais, si tu as de la peinture, tu veux faire des couleurs. Et alors pourquoi acheter une colle alors qu'il y a des médiums de lissage qui servent à ça? À part la différence de prix, bien sûr. Mais sinon, le médium de lissage, il a ce côté mielleux, qui marche très très bien et qui te permet d'obtenir ça. Autre façon de faire des coulures, j'en ai déjà parlé, tu humidifies ta toile. On a déjà tourné ça avec Marielle du Roule. Je referai un tuto là-dessus, c'est prévu, j'ai le vapo qui est là. Au vaporisateur, tu humidifies et sur le frais de l'eau transparente qui est en train de couler sur ta toile verticale, tu poses de la peinture déjà bien diluée en haut et elle va couler en suivant les sillons, les coulures qui ont déjà été posées par l'eau. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, tu peux faire des coulures sans utiliser un médium de lissage. Mais c'est pas un médium de lissage d'ailleurs. Qu'est-ce que je lis là? Le médium de lissage, il permet de lisser. Donc, il permet d'enlever les traces de pinceau quand tu peins sur des aplats ou quand tu fais des jus, quand tu fais des fonds avec des couleurs mélangées. C'est un médium de coulure. J'ai oublié. Dripping, c'est un médium particulier qui permet de faire ça. J'ai oublié. Ça y est, il existe chez Liquitex en particulier. C'est un médium génial qui permet de faire des coulures et du dripping. Voilà. J'ai tourné la question dans tous les sens. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Sylvie, n'hésite pas à reposer la question. Mais bon, globalement, quand tu as besoin de faire des couleurs, autant trouver l'outil qui permet de faire des couleurs, quoi. Sylvie dit aussi encore une petite encre à alcool et brou de noix est-ce compatible? Encre à alcool et brou de noix, est-ce compatible? Ah oui, alors les encres à alcool sont compatibles avec tout, dans le sens où c'est justement l'interaction de l'encre à alcool avec le reste qui va faire des effets complètement dingues. Ton brou de noix, il n'est pas du tout alcoolisé. Et quand tu vas faire, imagine, tu fais une tache au brou de noix, ou avec une encre pure, et en mettant à l'intérieur une goutte d'alcool pur, par exemple avec une pipette, là, c'est une burette testicole, une goutte d'alcool pur, l'alcool à 95 degrés, que vous trouvez sur le site beaux-arts.fr. Une goutte d'alcool pur ou une goutte d'alcool, enfin d'encre à alcool déjà fabriquée, et ben tu vas créer ces espèces d'œils là, ces gouttes magnifiques, parce que justement tu as des différences de degrés d'alcool entre les différents univers, et ça fait des effets géniaux, pardon. Donc oui, c'est compatible, bien sûr. Et ça rend super bien parce que justement, les ocres sont des couleurs faire-valoir magnifiques pour des couleurs très intenses qu'on peut utiliser avec des encres à alcool. Donc l'ensemble se marie très très bien. Il faut laisser sécher. Voilà, après. Hélène, bonjour. Peut-on mettre de la peinture Fantasy Moon sur du modeling paste? Oui, bien sûr. Le modeling paste est fait pour ça. Modeling paste, c'est une matière qu'on travaille dans l'épaisseur, qui est fait pour créer des reliefs qu'on laisse sécher. Hein. Académiquement, on le teinte pas, ça sert à rien, on le laisse sécher blanc. Et une fois qu'il est bien sec, en fonction de l'épaisseur, au moins 24 heures, on peut le teinter. Le teinter avec de la peinture acrylique, avec de l'huile, avec des encres, avec ce que vous voulez, ou avec de la Fantasy Moon, de la céramique, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Après, les réactions sur le modeling paste vont être différentes des réactions qui se passeront sur ta toile nue si tu la gardes nue, et c'est ça qui est justement intéressant. Ou alors, si tu veux uniformiser les réactions de ton moon là, sur l'ensemble, il faut qu'avant de travailler le moon, tu passes un gesso, au moins une couche de gesso, sur l'ensemble pour qu'il y ait un après unique, identique sur l'ensemble de la surface. Je m'écoute, j'espère que je suis clair. Repose-moi des questions, Hélène, ou alors écoute, si ça peut être très clair. Ok? Alors, une grande question de Sandrine. Bonjour à tous. Ah oui, oui, c'est bien ça. Alors, bonjour à tous, dit Sandrine. Pour une fois, ce n'est pas une question technique, mais tous les avis seront les bienvenus. J'aimerais savoir, Fred, comme tu dois trouver des idées, etc., si ton cerveau est comme moi, toujours en mode création. Tous les jours et même la nuit, pouf, en une seconde, la machine à créer se remet en route. Je me dis que je pourrais faire ça, et puis ça, et puis ça. Et là. J'ai une liste longue comme l'Himalaya d'idées de tableaux, de dessins, sans doute, aurais-je du mail à les faire, vu que la liste s'allonge tous les jours, comme ta phrase. Ça s'allonge comme ça. Longue phrase. J'aimerais parfois débrancher. Merci de me donner vos avis. Arrivez-vous à réaliser tous vos projets de création? Alors, il y a un peu de tout là-dedans, Sandrine. D'abord, c'est passionnant. Merci de te confier comme ça. Je ne vais pas te parler de la manière de te débrancher, parce qu'on est plutôt dans un univers où on essaie de favoriser la création et puis l'effervescence artistique et créatrice. Euh, Effectivement, moi c'est par période, hein. Enfin, comme vous tous, j'imagine, il y a des périodes où on est un peu sec, et d'abord ça tombe bien parce qu'on s'occupe d'autres trucs, et puis il y a des moments où ça monte, ça bouge, on a envie de faire des trucs, ça fait un moment qu'on n'a pas touché, là, et les idées arrivent, etc. Moi je fais des esquisses en fait.
J'ai des cartons à dessin. J'ai plein de cartons à dessin, plusieurs cartons à dessin, dans lesquels je range, je trie, enfin je trie par moment quand j'ai mon cerveau, c'est lequel, je me souviens jamais, le cerveau gauche qui est plus fort, ça me fait trier, et puis quand le cerveau droit est là, je range juste pour stocker, et je fais des esquisses, donc sans vraiment m'occuper de la technique, que ce soit du crayon, du feutre, de l'encre, ce que j'ai un peu sous la main, je vais faire des esquisses, poser des couleurs, poser des formes, noter des choses, j'écris beaucoup, même sur les travaux finaux, j'écris, et ça reste là, et ça fossilise un peu, et c'est vachement intéressant, surtout quand tu es prolixe, quand tu produis plein de trucs, Sandrine, au bout d'un moment, tu regardes ça, et puis tu vas regarder, et tu retrouves des idées, des choses que tu as eues en tête pendant un moment qui sont sorties. Alors, le fait de faire des esquisses, des croquis, moi, ça libère, c'est libératoire. Donc, ça sort de ta tête, c'est plus sur ta tête, c'est dans le croquis. Ça fait du bien, mais tu l'oublies pas, et ça te permet, je sais pas, je suis pas trop tout bouché, ça te permet de revenir dessus après. Moi, je fais ça. Après, trier avec des méthodes, non, non. Non, parce qu'on est tellement changeant, on est tellement divers, variant, en fonction de plein de choses, de toutes les interactions qu'on a, de notre vie, que il y a pas de règle. Mais celle-là, je pourrais vous le montrer, c'est vrai, j'ai un truc, un meuble rempli de plein de bazar, et puis il y a des endroits où c'est un peu plus trié, et au moins, c'est plus dans ma tête. Mais je sais que c'est là, donc je sais que je peux y retourner. Voilà, Sandrine. Je sais pas, dis-moi ce que tu en penses. Maggie, Fred, bonjour, question. En achetant du médium céramique au lieu de vitrail, est-ce compatible pour diluer la peinture vitrail? Hier, je suis allé Ah, je voulais regarder, j'ai oublié. Hier, je suis allé à Capinghem, super bonne adresse de notre magasin. Merci pour la pub, Maggie. Je me suis trompé en choisissant dans le rayon. Excellente soirée ou matinée. Alors, Maggie, dans le rayon, dans le magasin, tu ramènes, sans ticket de caisse, sans tout, tu reviens et on te change tes produits. Sauf si tu les as goûtés, bien sûr, mais on te change tes produits sans aucun problème. Donc, ce serait peut-être plus simple. Après, peut-être que d'autres vont répondre en achetant. Je ne sais même pas si tu fais attention dans les médiums. Du médium et du céramique au lieu de vitrail. Je ne sais pas. Les couleurs, les peintures sont compatibles entre elles, à mon avis, les médiums aussi. Tu parles de diluant, j'imagine. Je ne sais pas quoi te dire. Parce que le médium céramique, je m'en sers pas, parce que moi, quand j'utilise céramique, c'est que je veux de l'intensité de la couleur. Donc, je ne cherche pas à le diluer ni à le changer, à le transformer. Par contre, vitrail, je le dilue, parce que la transparence, des fois, on veut l'avoir encore plus forte. Donc, je suis désolé, Maggie. Enfin, la réponse ferme, c'est que viens en magasin, on change ça quand tu veux. Après, test. A priori, c'est compatible. Ou passe un petit coup de fil et je regarderai sur les emballages. J'ai pas le courage là, mais je regarderai et je te dirai. Et sinon, vous trouvez bien sûr tout le matériel qu'il y a dans le magasin. Vous le trouvez sur bozar.fr. Je refais ma pub. Voilà. Xavier, salut Xavier. Bonjour. La différence entre vernis en bombe mat et brillant. Alors, Xavier, la réponse est compliquée. La différence, c'est que le vernis mat, il est mat, et le vernis brillant, il est brillant. Voilà. Alors, sans rire, en fait, les vernis, dans une même marque, les vernis mat, brillants, satinés, sont transformés. Je ne vais pas rentrer dans la chimie, mais c'est très souvent de la cire qui matifie le vernis, en gardant ses propriétés anti-UV, anti-tout, protection, etc. C'est l'adjonction de cire qui permet d'avoir des effets mat, qui atténue un peu l'éclat des couleurs, je trouve, moi, à mon goût. Le vernis mat, je m'en sers très très peu, sauf quand je veux renforcer une matité d'origine. Par exemple, sur un morceau de bois, n'importe quoi, là, bah, je suis passé avec, etc. Il y a un peu de bindex ou je sais pas quoi. Bah là, je renforce la matité parce que je veux du contraste. Et dans ce cas-là, je mets du vernis mat. Sinon, j'aime pas le vernis mat, perso. Mais voilà. Si vous n'aimez pas, vous, le vernis brillant, et donc, pour pas que ça brille, vous prenez un vernis mat, vous pouvez aussi choisir des vernis satinés. C'est du bon goût, enfin, c'est un bon compromis. C'est le vernis qu'on utilise le plus. Je sais pas si je dois répondre autre chose, Xavier, entre un vernis mat en bombe mat et brillant, il y en a un qui est mat, l'autre qui est brillant. Dans tous les cas, tu utilises ta bombe en restant à 20-30 cm au-dessus de l'œuvre posée à plat, le tour de l'œuvre protégé pour pas déborder autour sur ton espace de travail, et tu passes une couche alternée comme ça, en faisant des zigzags tout doux, une seule fois, tu laisses sécher. Si le résultat ne te satisfait pas, tu remets une deuxième couche, enfin, ou même systématiquement une deuxième couche, sans jamais insister pour pas faire de couleur, etc., sans relever la toile après, en laissant bien sécher, à l'abri de la poussière. C'est tout dit. Voilà pour les conseils. Sinon, voilà, j'espère que à moins que tu aies d'autres questions sur la différence qui sont cachées derrière ce truc, n'hésite pas, Xavier. Après, il y a Ceylan Steps, j'arrive pas à lire son truc, il y a que des majuscules dans ton avatar, là, dans ton nom Facebook. Ah si, il y a Steph qui apparaît dedans. Steph, on va dire. Bonjour à vous. Question, combien de temps au secours, peut-on conserver la préparation gomme arabique et eau pour faire de l'aquarelle? Doit-on filtrer la préparation avant la mélanger au pigment?
A priori, non. J'ai l'impression que c'est un peu ça le poussiéreux, la gomme arabique en morceaux. Bonne journée. Alors, de mémoire, la gomme arabique, c'est réversible. Donc, si ça se réévapore, tu vas pouvoir, avec de l'eau, la transformer. Donc, tu peux le conserver, tu peux retravailler pardon, la dilution de ta gomme arabique au moment où tu vas faire ta peinture aquarelle, ton aquarelle. Mais je sais pas pourquoi tu veux la conserver. La gomme arabique, ça se garde super longtemps. Voilà. Parce que je vous rappelle que l'aquarelle en tube, par exemple, qu'on dépose sur une palette ou dans un demi-godet, dans un godet vide, eh ben, en séchant, ça va se transformer en aquarelle qu'on va pouvoir lécher au pinceau comme de l'aquarelle en demi-godet. Et donc, c'est réversible puisqu'on réhydrate les pigments pour les travailler. Donc, c'est pareil pour la gomme. Donc, voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu. Donc, je ne sais pas répondre combien de temps. Mais bah, d'abord, il vaut mieux faire ces mélanges. De règle générale, en règle générale, pardon, on se calme. Quand vous faites vos mélanges, préparez des quantités raisonnables en notant les proportions. Il vaut mieux refaire des mélanges plutôt que d'en garder des litres au frigo qui s'altèrent quand même dans le temps. Il y a encore toujours et toujours l'impact des UV, de la poussière et de la pollution sur tout ça. Donc il vaut mieux faire les trucs dans le frais quand on travaille, quoi. Ok? Steph? Peut-être Steph? Réponds-moi si tu es Steph. Elisabeth, est-ce que c'est faisable la calligraphie sur une toile coton? Je m'explique. Pour ma prochaine toile, j'aimerais faire une illustration du poème Le Dormeur du Val, ouais, de Rimbaud, à l'huile. Et en bas ou sur le côté, d'écrire le poème. Mais si je ne sais pas si c'est faisable d'écrire, mais je ne sais pas si c'est faisable d'écrire sur une toile coton ou même s'il ne faut. Faudrait pas que je fasse un petit fond pour que ça reste pas blanc. Mais du coup, peut-on écrire sur de l'huile? J'espère avoir été clair. Oui, à peu près, Elisabeth. J'ai à peu près compris. Bon, l'idéal, si tu fais des techniques un peu mixtes, si tu veux écrire au marqueur ou avec je ne sais quoi, après, l'idéal c'est d'avoir un fond à l'acrylique. Tu te compliques si tu fais un fond à l'huile. Enfin, il sert à rien, je veux dire, le fait que ce soit à l'huile, ton fond. Donc, pour faire des techniques mixtes, avec une illustration, un truc, tu peux peindre à l'huile, mais fais un fond le plus simple, tu fais ton fond à l'acrylique, tu peins à l'huile ton dormeur, et tu écris avec tes marqueurs, avec ce que tu veux, à l'acrylique, au-dessus. Bon, voilà. Je te rappelle, c'est bien, tu avais l'air de le sous-entendre, qu'on ne fait pas ça directement sur la toile, parce que la toile est enduite que de gesso. En fonction de la qualité de la toile, c'est de 1 à 3 couches, ou même plus. N'empêche que le gesso, il n'est pas hyper résistant aux UV, et il va avoir tendance à jaunir, hein. C'est pas garanti. Donc il vaut mieux, même si tu veux rester sur du blanc, peindre en blanc. Rappelez-vous de ça. Je répète sans cesse. Donc moi, je ferai un fond acrylique, et je peindrai dessus. Maintenant, si tu as déjà fait ton fond à l'huile, ta peinture à l'huile, tu veux écrire dessus, il y a une tolérance. Quand on dit gras sur maigre, c'est qu'il ne faut pas absolument pas aller rajouter une couche épaisse d'acrylique sur une peinture à l'huile. Là, il va y avoir des différences de craquellement et des problèmes. Mais en peignant ou en écrivant à l'acrylique sur de la peinture à l'huile, on ne met pas en péril l'œuvre totale, hein. Il ne faut pas exagérer quand même. Donc par exemple au Posca, on pense tous au Posca ou au feutre Molotov, qui sont acryliques, on peut écrire, faire des détails très très fins sur une peinture à l'huile. Ne le dites pas, mais faites-le. Voilà. Hein, ça va pas exploser, quoi. Voilà. Ensuite, voilà Elisabeth. Ensuite, Annick, peut-on coller une toile sur du bois ou du carton? Si oui, avec une colle blanche, est-ce possible? Peut-on coller une toile ou sur du bois ou du carton? Bah oui, bien sûr, c'est le marouflage dont on parlait tout à l'heure. Sur du carton, ouais, bof. Si tu utilises, en fait, il faut que le support en dessous, je vous rappelle tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'univers des beaux-arts, que vos supports et vos matières soient avec un pH neutre, pas acide ou pas normal. C'est-à-dire du carton, tu sais, du carton craft avec les, j'ai oublié, alvéolé là, d'emballage, bah là il est acide ce carton, donc il peut attaquer les pigments dans le temps. Donc ce serait dommage de fragiliser ton truc avec ça. Maintenant, ta toile sur du bois du carton, oui, tu maroufles. Avec une colle blanche, tu peux faire, oui, oui, oui. Il y a des colles, moi je connais une colle magnifique, super pratique pour maroufler, c'est la colle à maroufler de chez Châssis France, que nous vendons sur beaux-arts.fr. Mais c'est un bonheur de travailler avec, parce elle est bien grasse, elle est bien épaisse, et tu peux maroufler sans aucun problème, et ça tient après, c'est une tuerie. Voilà. Bon, bah, c'est une colle de pro, entre guillemets. Je suis pas sûr qu'elle soit hors de prix, mais c'est une colle de professionnel. C'est-à-dire, tu as besoin d'un truc, tu achètes le produit qui va avec, mais tu peux te débrouiller avec des colles blanches. Essaie de ne pas utiliser des colles trop liquides, quand même, si tu prends des colles blanches, et puis vérifie pH neutre. Ok? Annick. Patrick, bonjour Fred. La qualité. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Patrick? Patrick, bonjour Fred, la qualité de l'huile à l'eau et de l'huile normale sont-elles les mêmes pour le rendu d'une toile? Bah, je vais tourner la question. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu utilises une huile à l'eau qu'elle va être de moins bonne qualité. Hein, c'est le liant qui est à l'intérieur qui a été travaillé. En plus, c'est une peinture à l'huile, mais les solvants sont à base d'eau.
Moi, j'ai en tête Cobra qu'on vend sur beaux-arts.fr et dans le magasin, qui est une superbe peinture extra fine à l'huile, avec des résultats magnifiques, avec un confort d'utilisation magique, pas d'odeur, un confort de nettoyage, de dilution extraordinaire. Il y a les médiums spéciaux, les vernis spéciaux. C'est un univers génial. Je crois qu'il existe d'autres, je crois pas, je sais qu'il existe d'autres peintures à l'huile, à l'eau, de qualité moyenne, des fines. On n'a pas choisi, nous, de les commercialiser parce que justement, on trouve que c'est un univers un peu pointu où, voilà, pour aller dans les fines, on reste plutôt à l'acrylique avec des retardateurs, ou alors on va dans l'huile, et dans ce cas-là, ça nous semblait intéressant de proposer une extra fine. Et la Cobra, c'est ça. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, je n'ose pas citer les marques, mais la Cobra, je la connais bien et elle est vraiment magnifique. Donc elle est du niveau de la, je vais peut-être me faire tuer, mais elle est du niveau de la Rembrandt, quoi. C'est une extra, au niveau de la Lefranc-Bourgeois, c'est une extra fine, une très bonne. Belle concentration de pigments, plusieurs gammes de prix, assez peu de mélange pigmentaire, beaucoup de peinture monopigmentaire, toutes les qualités, et puis une belle pâte magnifique. Toutes les qualités d'une bonne huile, Patrick. N'hésite pas, vas-y. Bon, bah voilà, c'est fini. Ça y est, c'est terminé. Je sais pas combien de temps j'ai passé, je sais même pas où est voilà, la fin de la vidéo. J'ai terminé. On est ici dans le nord, au milieu, quasiment au milieu des 2 semaines de vacances de février. Donc pas de vidéo directe la semaine prochaine. Je fais une pause en famille. Faites-moi des coucous quand même, je regarderai les coucous, mais pas de vidéo. Et puis Chélie aussi est en pause, je crois. Donc on se retrouve dans 10 jours. Merci beaucoup. Vous partagez, vous pouvez revoir en replay tout ça bien sûr sur Facebook. Et puis sur le forum, c'est Chélie qui s'occupe de tout ça, magnifiquement bien. Sur le forum de coursbeaux-arts.fr avec toutes les questions que vous avez pu poser, auxquelles j'ai essayé de répondre, et la réponse en vidéo. Voilà, merci beaucoup, gros bisous, à très bientôt.